Donc, la gestion du risque professionnel infectieux causé par les bioaérosols en milieu de soins, convergence, divergence, contradiction et défi, du savoir au savoir-faire. La gestion du risque professionnel en milieu de soins, des enjeux. Alors, pour illustrer la complexité des enjeux qui se superposent, j'ai pensé aux poupées gigognes. J'ai mis les enjeux législatifs d'abord. Ensuite, l'éthique, la bienveillance, la non-malfaisance, le bien commun. Il y a des enjeux scientifiques de plusieurs ordres quand on pense aux bioaérosols, la microbiologie, l'ingénierie de la ventilation, l'épidémiologie. Et également, il y a la physique des aérosols. Ensuite, les enjeux juridiques, j'y arrive. Et la toute petite poupée gigogne, celle qui a l'air de rien du tout, la salubrité. Et moi, je me demande, je vous laisse avec la question de savoir si effectivement le grand dénominateur pour la question de la gestion des bioaérosols en milieu de soins, ce ne serait pas une question de salubrité. Donc, les interfaces législatives et juridiques, il y a la loi sur la santé et sécurité du travail qui énonce les obligations de l'employeur dans une approche de prévention en amont. On n'attend pas les cas. Idéalement, on met en place ce qu'il faut. L'employeur doit caractériser, fournir les équipements, former ses employés. C'est l'article 51. La loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, c'est quand on a manqué notre coup. Et la loi sur la santé publique, elle est venue ajouter en 2001. Et c'est aussi une loi de promotion-prévention, mais aussi une loi dans laquelle il y a des mesures de protection de la santé publique pour intervenir d'autorité quand certaines maladies sont déclarées aux autorités de santé publique parce qu'elles représentent des menaces à la santé publique, comme je le mentionnais tout à l'heure. Alors, parmi l'une de ces maladies est la tuberculose, justement. Donc, les 7 principes directeurs de gestion des risques pour la santé humaine sur lesquels s'appuie ma présentation et notre travail en principe en santé publique, ils sont tous importants. Je voulais attirer votre attention sur le fait que c'est insuffisant de seulement les nommer, par contre. Dans un document, ça fait bien, ils sont là. Il faut encore référer à la définition et se demander comment on doit les conjuguer en fonction du contexte d'intervention. Parce que quand on intervient en protection de la santé publique, ce n'est pas comme on intervient en prévention, promotion. Donc, l'équité, l'ouverture. Et pour les bioaérosols, je pense qu'il y a une certaine priorité à la protection de la santé humaine qu'il faudrait accorder la prudence. Donc, c'est quoi un risque? C'est un péril dans lequel entre l'idée du hasard. Alors non, tous les patients ne sont pas tuberculeux. Des risques infectieux sérieux, alors qui sont transmis par 3 voies de contamination. Et aujourd'hui, je vous parle enfin, ce qui nous intéresse, c'est par l'entremise d'aérosols qui, lorsqu'ils sont porteurs de matériel organique, sont des bioaérosols. Le premier défi, le vocabulaire. En milieu de soins, on parle de transmission par voie aérienne. Un deuxième défi, parce qu'il y en a d'autres, la maladie modèle et la tuberculose, pour lequel il faudra apprécier le risque propre lors de la réalisation de chacune des activités génératrices d'aérosols, le risque cumulatif lié à la réalisation de toutes les activités au fil de la carrière. Pensons à un pneumologue qui réalise des bronchoscopies. Pensons au thanatopracteur qui réalise des thanatopraxies. Et, sans oublier, le cumul des risques cumulatifs pour la tuberculose et les autres maladies. En passant, la tuberculose est une maladie de groupe de risque 3, donc des maladies causées par des agents. Les agents qui les causent sont transmissibles par voie aérienne et ont souvent une dose infectieuse faible, mais suffisante pour provoquer une maladie grave, voire mortelle. Alors, quelle autre maladie contagieuse? Ça, c'est l'idée des CDC d'utiliser la tuberculose comme maladie prototype, maladie modèle, parce qu'il faut quand même cerner la réalité quand on parle, parce que sinon, c'est trop éthéré. Mais il y a d'autres exemples de maladies qui ne sont pas anodines non plus, méningococcie, anthrax, rickettsiose et légionellose. Ici, voyez-vous, tantôt, je vous parlais d'en bas de plus que 10. Ici, c'est 5. Alors, tiens, déjà, il y a un petit écart. Est-ce qu'on va faire un débat avec ça, le plus que 5, moins de 5? Finalement, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que, de toute façon, en réalité, c'est dichotomique? Quand on sait qu'au site d'émission des aérosols, ils sont de toutes les dimensions. Il y en a des gros qu'on voit, puis il y en a des petits qu'on ne voit pas. Donc, il y en a toujours des respirables, puis il y en a qui vont tomber comme des missiles balistiques. Donc, il y a certainement un défi. Est-ce que je vous ai dit que les plus volumineux des aérosols, de toute façon, se transforment en noyaux de gouttelettes plus petits en tombant, ils sèchent, et puis effectivement, ils restent en suspension.
Et donc, un défi, d'après mon expérience, c'est de communiquer la physique des aérosols. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc, un exemple de risque cumulatif. Bon, pour un pneumologue qui fait une bronchoscopie à un patient atteint de tuberculose à frottis positif, non reconnu, c'est 1 sur 4 pendant une période d'1 heure. Bon, alors là, le risque cumulatif, le risque est élevé, là, je pense qu'on va tous en convenir. Alors, c'est l'illustration simplement pour vous rappeler que les plus gros aérosols de 100 micromètres tombent rapidement, c'est vrai, mais ceux qui sont entre 6 et 10, là, la zone grise où on ne s'entend pas, quand même quelques heures. Alors, comment gérer le risque professionnel? La hiérarchie des mesures de prévention. Bon, l'élimination du danger. Pour les risques biologiques, je suis prêt à convenir que c'est utopique en milieu de soins. Alors, donc, on s'entend qu'il faut se rabattre sur les autres éléments de la hiérarchie du risque, qui est de réduire le risque via le recours à des équipements de protection collective. C'est l'Agence européenne pour la sécurité et la santé du travail qui résume rapidement, en peu de mots, ce concept qui est, dans mon expérience, interprété de bien des façons. Évidemment, il y a les équipements de protection individuelle. Pour moi, je ne les vois pas comme limiter les dommages, mais ajouter un dernier rempart. Et puis, il y a évidemment les mesures organisationnelles pour bien les utiliser. Les autres mesures, la signalisation. En milieu de soins comme ailleurs, les équipements de protection collective individuelle font partie intégrante de la hiérarchie des mesures de prévention et les équipements de protection collective priment sur les EPI. Les EPI ne doivent pas être utilisés au détriment d'eux. Un exemple de façon de contrôler l'exposition, on peut se référer à des normes externes, celles de HRE. Un autre défi, c'est que ces recommandations s'appliquent pour certains contextes en particulier. Par exemple, il y a des recommandations pour les salles d'autopsie. Mais il n'y en a pas pour les salles de thanatopraxie. C'est vrai que ce n'est pas vraiment en milieu de soins, mais enfin, plus loin dans le procédé. Ensuite, les mesures organisationnelles, bien sûr, et les équipements de protection individuelle. Bon, j'y arrive, mais tout le monde s'entend pour dire qu'il faut appliquer les pratiques courantes en milieu de soins. Et la question de la protection respiratoire, bien moi, je nous propose de nous référer à la norme CSA Z94.4-2011, qui présente pour les soins de santé, en fonction du groupe de risque de la maladie, si on prend la tuberculose, qui est une maladie de groupe de risque 3, pour une activité génératrice, là, on ne voit pas bien le taux de génération. Alors, évidemment, on parle de la bronchoscopie, une activité génératrice d'aérosol, alors c'est G4. Et même si on avait 12 changements d'air à l'heure dans la salle où on fait la bronchoscopie, voyez-vous, c'est vert. Je ne vous ai pas mis le mode d'emploi qui vient avec, mais simplement mentionner que c'est un appareil de protection respiratoire N95 quand les aérosols peuvent être contaminés par des risques biologiques. Les convergences. Les précautions contre les liquides organiques, toujours, requièrent que tous les individus soient considérés comme porteurs d'agents potentiellement pathogènes présents dans les sites et les substances humides de l'organisme. Alors, on doit appliquer, en l'occurrence, différentes pratiques comme le lavage des mains, le port de gants, de blouses, de bottes, de masques, de protection oculaire, désinfection d'équipements. En fait, on réfère à ce que le Centre canadien d'hygiène du travail appelle les pratiques courantes je pense que c'est une belle appellation à retenir. Notez bien qu'il y a un défi ici, dans cette citation, masque, sans préciser s'il s'agit de masques chirurgicaux ou d'un appareil de protection respiratoire à filtre à particules jetables N95, que je vais appeler à partir de maintenant APR N95. Alors, il y a une ambiguïté dans le langage courant. Dans mon expérience, on entend souvent les travailleurs parler de leur APR en l'appelant mon masque. Dans les mines au Nunavik, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Lorsqu'on sait les vivants ou les cadavres contagieux porteurs d'une maladie aussi dangereuse que la tuberculose, tous les experts conviennent, et les organismes, de recommander de ne pas s'en tenir au port du seul masque chirurgical qui, n'étant pas un APR, ne peut pas, par conséquent, protéger le travailleur contre l'inhalation des bioaérosols respirables. Les divergences, maintenant. Lorsqu'on ne sait pas si le malade ou le cadavre est porteur d'une maladie infectieuse dangereuse lors d'une activité génératrice d'aérosols, une activité à risque, les HSE, l'Agence de santé publique du Canada, l'Institut national, les CDC retiennent le masque chirurgical comme équipement de protection individuelle. L'Agence de santé publique, par exemple, dit dans son document 2010 pour les endoscopies qu'un masque chirurgical opératoire suffira, en général,
pour les interventions d'endoscopie. Si on soupçonne une infection, il est recommandé de porter un appareil de protection respiratoire N95 approuvé par le NIOSH durant une bronchoscopie. Si on ne le soupçonne pas, donc on n'en porte pas. Le CDC 2012 est plus sibyllin, mais va dans le même sens, à mon avis, pour les autopsies en général, incluant explicitement dans le même texte la thanatopraxie, quand l'évaluation du risque indique un risque élevé de la présence d'une maladie sérieuse et qu'on ne peut pas réaliser la tâche dans une enceinte de biosécurité, alors à ce moment-là, il faut utiliser un APR N95 ajusté. Lorsqu'on ne sait pas si le malade ou le cadavre est porteur d'une maladie dangereuse, l'INRS, en fait, les autres, proposent d'appliquer la hiérarchie des mesures de prévention différemment, parce que le masque chirurgical n'est pas un équipement de protection individuelle, et qu'ils ont documenté que 30 des bulletins de décès sont incomplets en soins prolongés. Ça, c'est les bulletins de décès rédigés par des médecins, les mêmes médecins qui voient les mêmes malades longtemps. J'ai fait de l'urgence, moi, pendant quelques années. Est-ce que je peux vous dire que quand j'ai signé des certificats de décès, j'ai des gens qui se présentaient à l'urgence décédés et je ne les connaissais pas. Qu'en est-il de la salubrité? Alors, la définition que j'ai tirée du dictionnaire terminologique, qualité de ce qui est salubre ou sain, caractérisé par l'absence de maladie ou de risque de maladie, assurée et maintenue grâce à des exigences relatives à l'hygiène des personnes, des animaux et des choses. C'est contradictoire. La position des CDC, de l'Agence de santé publique du Canada et les autres, quand les CDC écrivent texto dans leurs documents que ce n'est pas un équipement de protection, que c'est moins efficace et qu'il y a des bris de protection qui arrivent même lorsqu'on utilise des équipements de protection collective, sans compter l'utilisation des mesures organisationnelles qui suivent, qui sont toutes critiques pour contrôler le risque, le biorisque durant les autopsies et la thanatopraxie. C'est contradictoire si on sait, et ça c'est l'Agence de la santé publique du Canada qui nous le dit, que oui, la plupart des hôpitaux canadiens admettent très rarement des patients atteints de TB active actuellement, sauf qu'elle demeure un risque professionnel important. Bon, dans les établissements qui desservent des populations à haut risque, tels que les Autochtones canadiens, les pauvres vivant en milieu urbain et les immigrants issus de pays, blablabla, je veux simplement vous rappeler que dans le Programme national de santé publique, 2002, 2012, 15, toujours est-il que l'objectif est d'avoir moins de 8 cas pour 100 000 à Montréal. Alors, oui, au Nunavik, cet été, il y a eu une éclosion de tuberculose maladie, mais non, ces patients-là ne sont pas traités qu'à coups de jouac, et non, les tuberculeux ne sont pas qu'au Nunavik, qu'au Québec. Et ailleurs, au Québec, c'est 2 pour 100 000 dans le Programme national de santé publique comme objectif. Alors, l'exposition des cas non soupçonnés de tuberculose active et la transmission résultante continuent néanmoins de survenir dans les établissements de santé. Ça, c'est dans le même document. Chez près de la moitié de tous les patients hospitalisés, le diagnostic est posé tardivement, la moitié tardivement, et entraîne souvent une exposition importante des travailleurs de la santé, sans compter l'émergence de souches pharmacorésistantes du bacille tuberculeux qui menacent les efforts de prévention. C'est contradictoire si au Québec, on veut prévenir aussi la contamination des travailleurs qui réalisent des activités génératrices d'aérosols dans le cadre d'une approche proactive prescrite par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, c'est-à-dire de déployer la hiérarchie des mesures de prévention. Peut-être qu'il reste un petit risque, mais si on déploie la hiérarchie, toutes les couches, comme des plures, en promotion-prévention, en amont, sans attendre un cas, et qu'on ne vise pas seulement à prévenir les éclosions dans la communauté lorsque ces travailleurs sont devenus des vecteurs. Dans le cadre d'une approche réactive qui est tout de même prévue dans la Loi sur la santé publique et qui est tout de même nécessaire, qui, lors d'une éclosion, donc la tuberculose... J'attire votre attention sur le fait que la tuberculose est au Québec la seule maladie à traitement obligatoire. Si on peut limiter le droit individuel à l'intégrité de la personne à ce point, peut-on ne pas déployer la hiérarchie des mesures de prévention rigoureusement pour la prévenir adéquatement? C'est contradictoire si on recommande de s'appuyer sur le bulletin de décès quand dans la littérature, c'est documenté que souvent, on le sait à l'autopsie. C'est contradictoire si on se demande aussi que fait-on des autres maladies sérieuses connues transmissibles par aérosol. Et puis là, bien, justement, le défi, c'est de ne pas prendre une maladie à la fois. Que fait-on des autres maladies sérieuses, non transmissibles par aérosol, qui deviennent des maladies aérosols opportunistes lors de la réalisation d'une activité génératrice d'aérosols, qu'on finit par déglutir lorsque les aérosols sont inhalés en quantité et qui se déposent dans les voies respiratoires? Le traitement préventif à l'isoniazide, ce n'est pas du bonbon, ça, l'isoniazide.
d'une durée de 9 mois, lorsque plus de 80 des doses a une efficacité de 80 un peu moins de 50 des gens qui ont été des contacts Puis là, les travailleurs de la santé qui se contaminent par le fait et à l'occasion du travail, on s'entend, ne développent pas tous une tuberculose maladie qui va faire en sorte qu'ils vont devenir contagieux dans la communauté. C'est seulement 5 dans les 18 à 24 mois. Seulement, en guillemets, on se comprend, et un autre 10 pour le reste de la vie. Mais néanmoins, on va leur proposer, puisque les documents des organismes comme les CDC recommandent de dépister la tuberculose, la contagion tuberculeuse. Donc, on va leur proposer un traitement à l'INH. Et quand on sait également que lorsqu'on atteint 35 ans, le risque de développer une hépatite médicamenteuse augmente fortement. Je me suis demandé quelle raison justifie de permettre l'inhalation de bioaérosols plutôt que d'assurer la salubrité lors des activités génératrices d'aérosols à l'aide d'un APR à filtre à particules faciales jetables N95. Y a-t-il des contraintes pour les organisations de travail et les individus? Puisque les mêmes organismes recommandent le port d'un APR bien ajusté quand on sait qu'on va être exposé, que le patient est tuberculeux, ça veut dire qu'il faut avoir un programme de protection respiratoire en place. On s'entend? Donc, qu'est-ce qui coûte cher? Le coût individuel de chaque appareil de protection respiratoire par rapport au masque chirurgical ou le programme de protection respiratoire qui nécessite des essais d'ajustement périodiques aux années ou aux 2 ans au maximum. Et là, à ce moment-là, je me suis posé la question, j'ai eu la chance de participer aux travaux sur la gestion graduée des risques de l'IRSST récemment pour les bioaérosols. Et M. Smith était là. M. Smith, je devrais dire. Donc, lui, il me disait, je vais te poser la question, coudonc, chez vous, ça coûte combien? Bon, bien, c'est 25,5 cents pièces pour une boîte de 600 masques chirurgicaux et 59 cents pour une boîte de 400 N95 de ce modèle-là. Il me disait que les coûts pourraient être moins de l'ordre d'achat en plus grande quantité. Et effectivement, quand le réseau de la santé achète, est-ce que je peux vous dire que c'est en quantité? En fait, il faudrait tenir compte également des coûts des cas non prévenus, celui des enquêtes épidémiologiques qu'il faut tenir pour rejoindre les gens qui ont été les contacts de ceux qui, non seulement se sont contaminés par le travail, mais qui sont devenus des sources dans la communauté, qui sont souvent leurs proches. Tenir compte des complications du traitement de la primo-infection et des cas secondaires. Je me suis posé la question parce que dans l'avis de l'Institut sur la protection respiratoire lors du retraitement des bronchoscopes, on parle d'inconfort plus grand pour les travailleurs. Je me suis demandé si c'était une bonne raison pour ne pas les utiliser. Mais ceci dit, des données récentes montrent que certains N95 sont aussi confortables qu'un APR à filtration assistée à cagoule souple pendant 3-4 heures. Alors, quel est l'objectif? Confort ou protection? En tout cas, dans les autres milieux de travail, la question ne se pose pas. Quand il faut se protéger avec le bon équipement. Mais plus encore, un APR est-il plus inconfortable qu'un masque? Le masque chirurgical est légèrement plus confortable. C'est vrai, il n'est pas ajusté, donc. Mais ce n'est pas une contrainte. Et M. Roberge du NIOSH arrive à la conclusion que pour des tâches d'1 heure, pour des gens qu'on considère généralement les plus vulnérables, il n'y a pas de problème. Donc, les enjeux et les défis pour les organisations savantes, assurer une compréhension partagée de la hiérarchie des mesures de prévention, dans laquelle les APR sont un dernier rempart et non seulement un dernier recours. J'ai entendu ça plusieurs fois. Assurer une application harmonisée de la hiérarchie des mesures de prévention. Les organisations doivent également arbitrer les avis divergents des experts en fonction des valeurs organisationnelles et non pas seulement en fonction des valeurs des experts. Sont-elles toujours énoncées lorsqu'on réunit des experts? La signification de chacune d'elles est-elle présentée? À qui appartient-il de s'assurer qu'elles sont conjuguées adéquatement? À qui appartient-il d'assurer la prise en compte des considérations éthiques, juridiques et sociales? Ceci à condition, évidemment, d'admettre que la gestion du risque n'est pas que scientifique. Et proactive, réactive, voilà, il faut en débattre. Et pour terminer, quelle est la volonté organisationnelle de séparer clairement l'étape de l'évaluation du risque de l'étape de sa gestion? Parce que sinon, on fait les deux en même temps. On se dit, ça va coûter trop cher. Puis si les masques coûtent trop cher, bien là, on n'aura pas d'argent dans le milieu de soins pour faire autre chose. Pour les experts eux-mêmes, ouvrir les silos, reconnaître lors d'un exercice d'expertise sanitaire la complexité, donc le besoin d'expertise complémentaire aux siennes, ses propres limites individuelles et professionnelles, ses biais personnels, à tout le moins admettre qu'ils peuvent exister, et les limites de la science, ce qu'on sait et ce qu'on sait qu'on ne sait pas. Et donc, si un risque n'est pas décrit dans la littérature scientifique, est-ce que ça veut dire qu'il y a absence de risque? S'ouvrir au partage d'un vocabulaire commun pour prévenir les décalages socio-cognitifs.
Bon, je vous donne quelques exemples ici, les APL, les masques. S'ouvrir à l'évaluation du risque pour les activités génératrices d'aérosols de façon inclusive et non pas exclusive, un microbe à la fois. Et je vous laisse avec une réflexion du juge Campbell, parce qu'en fait, je pense qu'on est dans la même situation qu'on était en 2003. C'est le même débat chaud. Est-ce que les N95 sont vraiment nécessaires? Le masque chirurgical fait l'affaire la plupart du temps. Selon lui, il arrivait à la conclusion que le point, c'est pas le but, en tout cas le problème, ce n'est pas la science, mais la prudence, et que les connaissances scientifiques changent constamment. Alors, lui, il parle du principe de précaution, mais en l'occurrence, pour la tuberculose, on est dans la prévention. C'est un risque avéré, documenté, et les méningocoques, les autres microbes, je pense qu'on n'est pas encore dans des risques potentiels, envisageables, hypothétiques. Donc, en conclusion, au regard de la gestion du risque professionnel infectieux lié au bioaérosol en milieu de soins, les liquides organiques doivent en tout temps être considérés a priori contaminés, qu'ils soient sous forme liquide. Ça, les experts, les organismes sont tous d'accord. Hein? Ça prend des gants, on ne se met pas les mains dedans. Mais quand il s'agit de la forme aérosolisée des mêmes liquides, là, il y a des désaccords. Pourtant, par définition, les activités génératrices d'aérosols produisent systématiquement des aérosols. Donc, je vois là une contradiction. Et les aérosols sont pourtant forcément présents dans la zone respiratoire des travailleurs qui les réalisent. Encore là, une contradiction, parce que quand on réalise ces tâches-là, une thanatopraxie, les activités dentaires, le dentiste n'est pas loin de vous, vous en conviendrez. De quoi parlons-nous? Donc, d'aérosols inhalables de moins de 100 micromètres, dont la fraction respirable, ceux de moins de 10 microns, peut atteindre les régions profondes des poumons. Outre les mesures de prévention collective et organisationnelle, tout le monde est d'accord, dans les milieux de soins, ça prend des mesures de prévention collective, de la ventilation, et des mesures organisationnelles, de la formation, des procédures de travail sécuritaires, etc., etc. Également, tous s'entendent pour dire que seul un appareil de protection respiratoire bien porté prévient l'inhalation des aérosols. Tout le monde s'entend pour dire qu'un masque chirurgical n'est pas un appareil de protection respiratoire. Toutefois, pour certains, le masque chirurgical est suffisant pour protéger le travailleur lorsqu'on ne sait pas si le patient est contagieux. J'y vois une contradiction. Il protège le patient des aérosols du travailleur. Tout le monde est d'accord avec ça. Le masque chirurgical, c'est pour pas qu'on postillonne dans la plaie. Vous me direz si j'ai fait le tour et je vous remercie.